Nous avons en ligne Edmond Kouyaté, économiste, avec qui nous allons nous entretenir sur l'affaire MTN et l'homme d'affaires Baba Dampulo au sujet de la saisie des comptes de MTN. Tout est conforme à la loi. C'est donc la position soutenue par les conseils de Baba Dampulo et Best Inver Company South Africa, qui établissent par ailleurs un lien juridique entre la First National Bank d'Afrique du Sud et MTN. Nous interrogeons donc MTN qui accuse l'homme d'affaires camerounais d'avoir menti et fait bloquer ses comptes avec la complicité de la justice camerounaise. Nous allons tenter de répondre à cette question. Nous disons tout d'abord bonjour à monsieur Edmond Kouyaté et bienvenue sur les antennes de la 95 FM. Merci. Alors donc, je reviens tout de suite à votre question qui est celle de savoir est-ce que MTN qui accuse Baba Dampulo de, je sais pas, de trop de choses, est-ce que MTN a raison? Non, je crois qu'il ne faut pas voir la chose sous cet angle-là. Je crois qu'il faut plutôt essayer de comprendre les faits, parce que en matière de justice, on parlait des faits. Et après, les faits vont dire si oui ou non quelqu'un a raison. Et ce qu'il faut dire, c'est que MTN arrive un peu, n'est-ce pas, comme un dégât de rallongement dans cette affaire. Au départ, MTN n'est en rien concerné par l'affaire qui oppose Baba Dampulo et, n'est-ce pas, la First National Bank en Afrique du Sud. Donc, MTN arrive juste comme un dégât collatéral. D'accord. Merci pour cette précision, justement. Et quelle est donc clairement dans l'origine de ce problème? Alors, l'origine du problème, ça remonte à 2017. Baba Dampulo, qui est, il faut le dire, un gros investisseur, n'est-ce pas, qui fait dans l'immobilier et beaucoup dans les centres commerciaux, n'est-ce pas, du côté de l'Afrique du Sud, et qui a un patrimoine immobilier très très lourd, très important. Je dirais même qu'il est le premier investisseur dans l'immobilier à titre privé. À titre privé, je le précise bien, parce que l'immobilier en Afrique du Sud, c'est l'affaire beaucoup plus pas des fonds de pension, des groupes bancaires et, n'est-ce pas, des groupes d'assurance. Ce sont ces gens-là qui font dans l'immobilier. Mais à titre privé, Baba Dampulo, c'est le premier gros investisseur dans ce secteur-là. Et donc, en 2017, il est approché par la First National Bank d'Afrique du Sud pour lui proposer l'acquisition d'un immeuble qui était mis en vente et qui tardait à trouver preneur. Et donc, dans un premier temps, il n'y trouve pas d'intérêt, il oppose une fin de non-recevoir et sous insistance de la FNB, il finit par accepter, parce que FNB, en plus de lui faire la proposition d'acquisition, lui fait également une proposition d'accompagnement financier à concurrence de 21 milliards. Et donc, il devait avoir un apport personnel pour l'acquisition de l'immeuble. Et donc, c'est comme ça qu'en 2017, le deal est conclu, il est signé, et M. Dampulo a donc accepté l'acquisition de l'immeuble. Et donc, en 2017, il conclut donc le deal qu'il devait rembourser sur 10 ans, et donc avec des traites à concurrence de 400 millions chaque mois. Et il commence à respecter ces traites, il signe des traites, il remet, et les traites passent normalement pendant 3 ans. Sauf que chemin faisant, il faut le dire, il intervient, il survient donc la crise Covid, la pandémie, qui est, n'est-ce pas, cette conjoncture qui a frappé le monde entier et qui a même obligé, n'est-ce pas, le gel du paiement des crédits des États, je veux dire le service de la dette a été gelé pour plusieurs États parce que toutes les trésoreries à l'international dans le monde ont connu un gros problème. Et donc la FNB n'entend pas ça. Il faut préciser qu'entre-temps, la FNB a changé de management. C'est pas le même management qui avait, n'est-ce pas, approché Baba Dampulo à l'époque. Et donc, le nouveau management qui arrive constate donc qu'il y a un retard de paiement de quelques traites et donc fait une mise en demeure à Baba Dampulo en lui demandant tout simplement de payer immédiatement et sans délai le reste de la créance, c'est-à-dire les 7 ans, n'est-ce pas, de la créance. Et donc, Baba Dampulo leur dit non, c'est pas possible, c'est pas faisable, je peux pas le faire tout de suite. Et le temps qu'ils sont en tentation, ils assignent en justice et sortent avec une ordonnance, n'est-ce pas, de payer immédiatement et sans délai les 7 ans, n'est-ce pas, de créance. Et le temps que M. Dampulo engage ses tractations pour leur dire, bon, écoutez, voilà ce que je propose, non,
ils viennent avec une autre ordonnance de justice, je vais dire de la justice sud-africaine, une ordonnance de saisie sur l'ensemble du patrimoine, n'est-ce pas, de Baba Dampulo en Afrique du Sud pour pouvoir rembourser la créance. La première incongruité, c'est que le montant de recouvrement retenu, n'est-ce pas, pour la créance de 21 milliards, le montant de recouvrement seulement était de 33 millions de dollars, soit à peu près 26 milliards de francs. Vous voyez que le montant de recouvrement dépasse largement, n'est-ce pas, le principal même, la dette même, puisqu'il faut dire qu'il avait déjà payé, c'était plus 21 milliards, il avait déjà payé quand même pendant 3 ans. Donc, ça c'est la première incongruité. La deuxième incongruité, c'est que l'immeuble, lors de l'acquisition, une telle opération, généralement, l'immeuble est nanti. Ça veut dire qu'on conserve la propriété jusqu'à ce qu'ils finissent le paiement. Et en cas de problème, n'est-ce pas, on va saisir l'immeuble pour rembourser. Mais la justice sud-africaine a décidé de violer un principe, c'est-à-dire d'étendre la saisie, l'hypothèque sur l'ensemble de son patrimoine. Et ils ont commencé à faire des braderies et ils ont bradé son patrimoine à concurrence de près de 300 milliards juste pour rembourser 21 milliards. Voilà un peu l'origine du problème. Maintenant, dites-nous, quelles sont les conséquences pour l'homme d'affaires camerounais, Baba Dampulo, dans cette affaire? La première conséquence, déjà, c'est qu'il perd un gros patrimoine. Vous savez c'est quelqu'un qui se déploie pas seulement au Cameroun, il est également au Nigeria, il est également en Afrique du Sud. Vous savez très bien que lors des derniers, lors de la dernière publication d'Infob, il apparaissait, n'est-ce pas, comme le champion le plus riche de l'Afrique centrale. Et à côté de lui, il y avait Paul Fokam Kamonier, le propriétaire de la Freeland Bank. Et aujourd'hui, il n'est plus dans cette position parce que si il perd tout son patrimoine immobilier en Afrique du Sud qui est bradé, vous voyez que ça a des conséquences financières lourdes et énormes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il a perdu dans le classement, il a perdu beaucoup d'argent, ses affaires ont pris un coup, parce que ce qu'il faut dire, c'est que pendant que il se démerdait avec la justice sud-africaine, il a tenté de faire plusieurs propositions, il a proposé de prendre de l'argent, de lever de l'argent au Cameroun, et même la totalité de 21 milliards pour solder la dette. On a refusé. Il a voulu prendre l'argent au Nigeria pour solder la créance. On a refusé. Et donc, toutes les propositions qu'il faisait n'ont pas été bien accueillies par la partie sud-africaine. Et c'est pour ça que nous autres, qui avons observé cette affaire, avons pensé qu'il y avait là un fond de jalousie, un fond de xénophobie, un fond de racisme même, parce qu'il faut savoir que vous connaissez un peu la trajectoire historique de l'Afrique du Sud avec les problèmes de ségrégation raciale et autres, et donc jusqu'aujourd'hui il y a toujours un peu ce regard condescendant, n'est-ce pas, de la race blanche sur la race noire, et de voir, n'est-ce pas, un milieu aussi important comme le milieu, n'est-ce pas, immobilier, être, je vais dire, un peu contrôlé par un noir qui plus était un non-sud-africain. Je crois que ça a un peu heurté, n'est-ce pas, la mentalité, je vais dire, la conscience raciale et raciste même, je vais dire, de certains milieux sud-africains qui ont pensé qu'il fallait utiliser des moyens retors pour détrôner M. Dampulo pour le détrôner de sa place et, n'est-ce pas, spolier son patrimoine. Je pense que c'est comme ça que nous avons observé cette histoire-là. Et est-ce que vous pensez que des Camerounais sont aussi des Camerounais qui sont dans l'actionnariat de MTN ne seront pas victimes de cette situation? Alors, pour parler de MTN, ça c'est la question qui revient toujours. Pourquoi est-ce que MTN se retrouve mêlé à cette histoire? Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai même entendu dire qu'il y avait un acharnement juridique, n'est-ce pas, au Cameroun contre MTN. On a même pointé, n'est-ce pas, du doigt le caractère inique de la justice camerounaise, d'une justice aux ordres, d'une justice, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il faut éviter cela. S'il y a une iniquité d'une justice à mettre à l'index, c'est bien, n'est-ce pas, la justice sud-africaine. Et donc, lorsque M. Dampulo subit les affres, n'est-ce pas, de la justice sud-africaine, il entreprend un branle-bas diplomatique qui va passer du Sénégal à l'Union africaine et pour finir par y voir ici au Cameroun, c'est-à-dire que le président sénégalais va essayer d'utiliser son entre-genre
pour demander, n'est-ce pas, à son homologue Cyril Ramaphosa de regarder cette affaire. Il va estimer que c'est une affaire de la justice indépendante. Il y a l'Union africaine qui va tenter une médiation et va se voir opposer une fin de non-recevoir. Et finalement, le président d'Ampulo, je veux dire l'homme d'affaires d'Ampulo, va se rabattre du côté du Cameroun et il va voir avec le président de la République, Paul Biya, qui va dépêcher, n'est-ce pas, des émissaires auprès de son homologue Cyril Ramaphosa et qui vont subir, n'est-ce pas, un traitement assez dérisoire. On va même pas les recevoir, ils vont trimer pendant 2 mois et c'est après 2 mois que finalement on va les appeler pour se faire recevoir par le ministre des Finances qui estime que le gouvernement en l'état n'avait rien à dire, ne pouvait rien faire parce que c'était une affaire de justice et qu'en Afrique du Sud, la justice est indépendante. Sauf qu'il y a une passerelle qui va se dessiner et c'est là où vous allez comprendre l'implication de MTN. Il se trouve quand même que la FNB, First National Bank, appartient je veux dire, l'actionnariat est constitué par, je veux dire, un gros fonds de pension qui s'appelle la Public Investment Corporation, qui également détient des actions, je veux dire, à MTN, à concurrence de près de 13%, à travers la RMB, qui a également, n'est-ce pas, des actions à Chococam et dans plusieurs autres entreprises. Et donc, ça offre donc à Baba Dampulo une passerelle juridique, un levier juridique sur lequel il pouvait s'appuyer pour au moins retenir, je vais dire, cette tsunami qui était en train de tomber sur lui. Et c'est donc comme ça qu'il va saisir la justice camerounaise pour dire, écoutez, voilà la FNB qui est en train de me faire des misères du côté de l'Afrique du Sud. Eux aussi, ils ont des intérêts ici au Cameroun à travers MTN. Il faut dire que l'actionnariat camerounais dans MTN, c'est de 30% et le reste de 70%, c'est l'actionnariat sud-africain. Et donc, c'est comme ça il va donc rester en justice MTN. Et la justice camerounaise, après avoir analysé le problème, va comprendre qu'il y avait matière à saisir les comptes, n'est-ce pas, les comptes de MTN, Chococam et d'autres personnes. Et ça, c'était un levier juridique pour amener les Sud-Africains à comprendre quand même qu'on ne pouvait pas utiliser la justice à des fins de spoliation, n'est-ce pas, du patrimoine de quelqu'un. Et c'est donc comme ça que les comptes de MTN vont être saisis. Et je précise encore que ce n'est pas de manière illégale et cavalière, comme j'entends dire ça et là, non. Il ne s'agit pas de ça. Ça a été une passerelle juridique prouvée parce que si vous avez des intérêts en Afrique du Sud et que vous êtes en train d'utiliser votre justice pour, n'est-ce pas, nuire à un compatriote qui ici, vous avez également des intérêts. Il est question, n'est-ce pas, de vous ramener un peu à la table de la raison pour vous faire comprendre que des choses peuvent être également faites, des actions peuvent être menées contre vous. Et c'est donc comme ça que MTN se retrouve mêlé à ce problème, malheureusement. Ok. Et pour terminer, comment sortir de cette crise? Y a-t-il des solutions bénéfiques pour les deux parties? Ben oui, je pense qu'il faudrait que la partie sud-africaine revienne tout simplement à la raison. Je crois que il faudrait qu'ils comprennent qu'on ne peut pas impunément spolier, n'est-ce pas, pratiquer du braquage économique de cette façon-là. C'est même au-delà du braquage, quand même c'est grotesque et c'est grossier, et qu'ils reviennent un peu à la raison et n'est-ce pas, qu'ils reprennent l'immeuble s'ils le veulent, qu'ils reprennent leur immeuble, quitte à conserver les 3 ans que M. Dampulo a déjà commencé à payer. Ils peuvent reprendre leur immeuble parce que on va dire que en matière de prêts bancaires, de prêts hypothécaires, il y a un principe, il y a un sacro-saint principe qui est inviolable, qu'on appelle, n'est-ce pas, le principe de non-extension. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas hypothéquer un bien et le moment de réaliser, en cas de défaillance, au moment de réaliser l'hypothèque, on étend donc cela sur tout votre patrimoine. Si ça se passait comme ça, c'est que plus personne n'irait emprunter 10 000 francs à la banque parce que il suffit que vous preniez 100 000 francs à la banque finira par prendre, n'est-ce pas, même vos femmes et vos enfants, en disant que, écoutez, je vais tout ramasser chez vous pour payer les 100 francs. Non, je pense que c'est ce principe qui a été violé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que la partie sud-africaine comprenne que ça ne peut pas se pratiquer comme ça et de manière impunie, qu'ils reviennent à la table, qu'ils reprennent leur immeuble
et qu'il restitue à M. Dampulo son patrimoine qui a été bradé. Je pense que voilà la solution, et de cette façon ici également, on va lâcher un peu le grappin sur MTN et sur ses comptes, et de cette façon, tout rentrera dans l'ordre et chacun va reprendre le cours de ses activités normales. Et s'ils ne veulent plus de M. Dampulo comme homme d'affaires, comme investisseur chez eux en Afrique du Sud, mais qu'ils ne passent pas par des méthodes cavalières, qu'ils ne le disent pas de manière subliminale, de manière sibylline comme ils l'ont fait, mais qu'ils utilisent des méthodes quand même assez acceptables pour le faire. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est basé sur le multilatéralisme qui entraîne le couplage économique, et donc un opérateur économique, s'il s'en sont les moyens et la politique, il peut, n'est-ce pas, se déployer partout dans le monde s'il peut le faire de manière élevée. Edmond Kuaté, vous êtes économiste. Merci d'être intervenu en direct de Radio Estuaire. C'est moi qui vous remercie et bonjour à vos auditeurs. Merci. L'informatorium. L'invité.